Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion absolument centrale en philosophie, surtout pour le bac, la technique. Alors attention, on ne va pas juste parler d'outils ou de smartphones, non, la question est beaucoup plus profonde. La technique, tout ce qu'on invente pour transformer le monde, est-ce que ça nous rend plus libres ou est-ce que, au contraire, ça nous enferme? C'est ce grand paradoxe qu'on va déplier ensemble. Alors, pour s'y retrouver, voici notre plan de vol. D'abord, on va se demander si la technique, c'est vraiment un truc purement humain. Ensuite, on plongera au cœur du paradoxe, libération ou asservissement. On verra comment ça nous a mené à vouloir nous rendre, je cite, maîtres de la nature, et les dangers que ça implique, comme ce que l'on appelle le règne de l'objet. Et puis, on essaiera de dépasser cette opposition en repensant la relation homme-machine, avant de faire une synthèse bien propre pour que tout soit clair pour l'examen. C'est parti. Bon, on attaque tout de suite avec une idée reçue. Une idée qu'on a tous un peu en tête. La technique, ce serait le propre de l'homme. Vraiment? On va creuser ça. Et voilà la question qui va être notre fil rouge pour cette première partie. Quand on parle de technique, est-ce qu'on parle juste d'un automatisme, d'un geste qu'on répète, un peu bêtement, sans y penser, ou est-ce que derrière ce geste, il y a une intelligence, un vrai savoir-faire en action? Alors, pour bien piger ce dont on parle, un petit retour aux sources s'impose. Direction la Grèce antique. Le mot qui nous intéresse, c'est techné. Et la techné, ce n'est pas juste une technique au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est bien plus riche. C'est un savoir-faire, une connaissance, mais une connaissance qui n'est pas juste théorique. Elle vise à produire quelque chose de concret. Les Grecs l'opposaient à deux autres choses. La praxis, qui est l'action morale et politique, et l'épistémé, le savoir pur, la science pour la science. La techné, elle, c'est le savoir qui met les mains dans le cambouis, si on veut. C'est la pensée qui façonne la matière. Et là, on a une distinction devenue hyper célèbre, c'est celle de Karl Marx. Il nous dit « Regardez une abeille ». Elle construit des alvéoles de cire d'une perfection géométrique absolue. C'est incroyable, mais elle le fait par instinct. L'architecte, lui, même le plus nul, avant de poser la première brique, il a déjà construit le bâtiment dans sa tête. Il a un plan, un projet, une intention. Et c'est ça pour Marx qui ferait toute la différence. La technique humaine est précédée par la conscience et la finalité. Oui, mais est-ce que cette belle distinction entre l'instinct de l'abeille et la conscience de l'architecte tient vraiment la route? Pas si sûr. Les études sur les chimpanzés, par exemple, sont fascinantes. Ils ne se contentent pas de ramasser un bout de bois. Non, ils choisissent la bonne brindille, ils la cassent à la bonne taille, ils l'écorcent. C'est un vrai processus de fabrication. Et encore plus fou, d'un groupe de chimpanzés à l'autre, les techniques varient. On parle de véritable culture technique. La frontière entre l'homme et l'animal est peut-être un peu plus floue qu'on ne le pensait. Ok, les bases sont posées. Maintenant, on entre dans le dur, dans le cœur du réacteur philosophique de cette notion. La technique, et en particulier la machine, est-ce que ça nous libère ou est-ce que ça nous asservit? C'est le grand dilemme. Pour comprendre la promesse de libération, Bergson nous raconte une anecdote géniale. C'est l'histoire d'un gamin qui travaille sur les premières machines à vapeur. Son boulot, c'est de tirer une corde pour ouvrir une vanne, puis de la repousser pour la fermer. C'est répétitif, c'est aliénant. Et un jour, il a une idée de génie. Il attache la corde à une autre partie de la machine, et hop, la machine fait le boulot toute seule. Son attention, qui était captive, est maintenant en congé. Il est libre. Libre de penser à autre chose, de jouer, d'inventer. Ça, c'est la vision optimiste. La machine nous libère des tâches ingrates. Mais attention, il y a un revers de la médaille, et il est beaucoup moins réjouissant. C'est ce que nous montre Hannah Arendt. Pour elle, avec la machine industrielle, la relation s'inverse complètement. Ce n'est plus l'outil qui sert la main de l'homme, c'est l'homme qui doit servir la machine. C'est le corps humain qui doit s'adapter au rythme implacable, mécanique et non naturel de la chaîne de montage. Et là, on n'est plus du tout dans la libération, on est dans l'asservissement. Alors ça, ce tableau, c'est vraiment le truc à retenir pour le bac. C'est la distinction conceptuelle clé. D'un côté, on a l'outil. Pensez à un marteau. C'est le serviteur de l'amant, un prolongement de notre corps, qui obéit à notre rythme. De l'autre côté, la machine. Pensez à la chaîne de montage des temps modernes de Chaplin. Elle impose son rythme, elle ne prolonge plus le corps, elle le remplace et le contraint. Maîtriser cette distinction, c'est déjà avoir une très bonne base. Et cette idée de libération par la technique, en fait, elle ne sort pas de nulle part. Elle plonge ses racines dans une ambition philosophique bien plus ancienne, une ambition qui a littéralement façonné notre monde moderne. Cette phrase, elle est de Descartes, au XVIIe siècle. C'est le projet de la science moderne. L'idée est simple. En comprenant les lois de la nature, on va pouvoir l'utiliser, la maîtriser, pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre confort. Et attention, le petit mot « comme » ici, il est absolument essentiel. Descartes ne dit pas qu'on doit devenir des tyrans qui détruisent la nature. Il parle d'une maîtrise intelligente, raisonnée. Seulement voilà, la question qui tue, c'est à quel prix? En cherchant à dominer la nature extérieure, est-ce qu'on ne risque pas, au final, de perdre quelque chose en nous? Est-ce qu'en devenant les maîtres du monde, on ne devient pas, d'une certaine manière, les esclaves de nos propres instruments de maîtrise? Allons plus loin, explorons cette conséquence.
Qu'est-ce qui se passe quand notre environnement n'est plus une forêt ou une montagne, mais un univers saturé d'objets techniques que nous avons nous-mêmes créés? Et c'est là qu'on touche à un concept philosophique central, l'aliénation. Ça sonne un peu complexe, mais l'idée est simple. Être aliéné, du latin alienus, ça veut dire devenir étranger, étranger à soi-même. C'est quand on est dépossédé de ce qui fait notre humanité, notre rythme propre, notre liberté, notre spontanéité, pour adopter la logique de la machine, la logique de la fonction, de l'efficacité, de la performance. Et c'est exactement ce que dit le sociologue Jean Baudrillard avec cette phrase percutante. On ne vit plus au rythme des saisons ou de notre propre corps. On vit au rythme des objets. Le rythme de la nouvelle version de l'iPhone, le rythme de la production, de la consommation, de l'objet qui devient obsolète et qu'il faut remplacer. C'est leur succession incessante qui dicte notre temps. C'est une question que le jeu vidéo Detroit Become Human pose de manière magistrale. Il imagine un futur proche où les humains sont devenus complètement dépendants de leurs androïdes pour le moindre aspect de la vie quotidienne. Et la question qui se pose est terrible. Que reste-t-il de nous, de nos compétences, de nos relations, quand on a tout délégué à la technique? Alors, est-ce qu'on est condamné à ce face-à-face, homme contre machine, maître contre esclave? Heureusement non. Un philosophe, Gilbert Simondon, nous propose de sortir de cette opposition un peu trop simple. Pour dépasser ça, Simondon propose une distinction super intelligente. D'un côté, il y a l'automate, c'est la machine fermée, l'esclave stupide qui répète la même tâche en boucle. Mais de l'autre, il y a ce qu'il appelle la machine ouverte. C'est une machine beaucoup plus évoluée. Pensez au cockpit d'un avion. Il est rempli de techniques, mais il ne fonctionne pas tout seul. Il a ce que Simondon appelle une marge d'indétermination. Il envoie des informations au pilote, mais c'est le pilote, l'humain, qui doit interpréter, décider, ajuster. Et ça débouche sur cette métaphore, qui est juste magnifique et très puissante. L'homme n'est plus le contremaître qui surveille des esclaves. Il est un chef d'orchestre. Il est au milieu d'une société d'objets techniques. Chaque machine est un instrument. Et c'est l'humain qui donne le tempo, qui harmonise le tout, qui transforme un bruit potentiel en une symphonie. C'est une vision beaucoup plus noble et plus intéressante de notre relation à la technique. Bon, on arrive au bout. Comment on synthétise tout ça pour le bac? Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête pour la dissertation ou pour l'explication de texte? Ce qu'il faut absolument maîtriser, ce sont ces grandes tensions, ces grands duels d'idées. Il faut être capable de faire dialoguer les philosophes entre eux. D'un côté, la promesse de libération de Bergson, de l'autre, la crainte de l'asservissement d'Arendt. Le rêve de maîtrise de la nature de Descartes face au risque d'aliénation de Baudrillard. Et enfin, montrer comment la pensée de Simondon permet de dépasser l'opposition frontale entre l'homme et la machine. C'est en jouant avec ces tensions que l'on construit une problématique et une argumentation solide. Et je vous laisse avec cette question, un sujet de dissertation typique qui résume tout notre parcours. À force de vouloir transformer le monde avec nos techniques, est-ce que finalement, on ne finit pas par se transformer nous-mêmes? Au point peut-être de devenir le produit de nos propres créations. Voilà, j'espère que ce parcours a permis d'éclaircir un peu les enjeux complexes de la technique. Si c'est le cas et si vous voulez soutenir la démarche, vous savez quoi faire. Merci beaucoup pour votre attention et surtout, bonne révision.